صباح الخير جميعا. أنا اسمي Bonjour كريم à رفعت، tous, أنا je رئيس suis مجلس Karim إدارة شركة Rafat, Engage للاستشارات. je suis Nous sommes une le entreprise de conseil CEO de directeur spécialisée en exécutif matière de de stratégie publique et de Engage relations gouvernementales. Consulting. Je vais essayer d'alterner entre arabe et français. J'espère que les traducteurs vont pouvoir me suivre. Si je parle trop vite, faites quelqu'un me faire un signe. Je vous remercie d'avance. Son Excellence, Madame Delphine Jenny Stéphane, Monsieur Jack Long, président de l'Institut du monde arabe, معالي الوزيرة دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، معالي الوزيرة دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. بداية اسمحوا لي إن أنا Pour commencer, je voudrais présenter mes remerciements à l'Institut du monde arabe ainsi qu'à l'équipe qui m'ont donné l'honneur d'essayer de diriger cette session. Je voudrais remercier le Conseil des affaires franco-françaises et M. Younes pour m'avoir donné cette occasion de faire partie de cet événement important. Maintenant, je voudrais rentrer dans le cœur du sujet et pour cela, je voudrais appeler Madame la ministre de se joindre à moi. Par deux grands amis. Je leur ai promis que je n'allais pas leur poser des questions en arabe parce que ça compliquerait un peu les choses. Son Excellence, M. Stéphane Romaté, ambassadeur de France en Égypte, et mon cher ami, M. Pierre Finas, président directeur général de la filiale Crédit Agricole en Égypte. Bonjour à tous. Pour commencer, je voudrais rappeler l'auditoire et nos chers invités qu'il n'y avait pas meilleur moment pour organiser un tel forum sur les rencontres économiques et l'avenir des échanges franco-égyptiens. Bien sûr, il y a je me sens un peu la pression pour diriger un tel forum, mais c'était le meilleur moment parce que il arrive simultanément avec un certain nombre d'échéances avec M. Sisi qui a nommé un nouveau gouvernement, avec un certain nombre de dames qui portent des responsabilités importantes. Et depuis quelques semaines, l'Égypte a adopté le budget général pour 2018-2019, approuvé le budget général. Et Madame la ministre Sahar a précisé un point sur lequel je voudrais élaborer. En fait, décembre 2018 n'est pas simplement l'échéance pour la réunion avec l'Afrique, mais en 2019, c'est l'Égypte qui va diriger l'Union africaine. C'est pour ça qu'il y aura encore plus d'opportunités pour coopérer avec la France, dans l'intérêt de la France et de l'Égypte en Afrique. Et sur cette base-là, et en vous demandant la permission à Madame la ministre, je voudrais commencer par Monsieur Pierre Finas. Si vous me permettez, bien sûr, cher Stéphane. Un moment clé que nous avons vécu, c'était aux alentours de novembre 2016. Le flottement, la dévaluation de la livre égyptienne. C'était un moment hyper précis, hyper tendu. Un moment, une mesure, je dois dire, assez risquée, courageuse. Comment vous avez vu l'économie égyptienne aujourd'hui, un an et quelques après ce flottement de la livre égyptienne, et comment vous avez vu votre arrivée, parce que ça fait pas un très long moment que vous êtes en Égypte,
l'arrivée à la tête du Crédit Agricole en Égypte. Je veux bien rappeler que le Crédit Agricole aujourd'hui reste la seule institution bancaire française qui continue d'opérer en Égypte. Ce qui nous encourage à vous solliciter souvent. Merci Karim. Avant de répondre à cette question, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que le Crédit Agricole est très heureux de participer au sponsoring de cet événement. Il nous a semblé que, comme vous le savez, en Égypte, nous sommes issus de la fusion de plusieurs banques, dont Egyptian American Bank, bien sûr, mais aussi Indo-Suez. Et donc, avec un nom comme Indo-Suez, il nous paraissait indispensable de faire partie de cette équipe de sponsors de ce très bel événement. Je remercie l'Institut du monde arabe pour l'avoir organisé. Je crois que cette exposition a un grand succès et qu'elle aura encore un grand succès d'ici le mois d'août. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, je me réfère à ce que disait Madame le ministre El Saïd à propos de la mixité. Moi, je l'ai remarqué tout de suite en arrivant en Égypte, ne serait-ce que dans mon comité de management au sein de la banque. Nous avons 40% de femmes et j'ai vraiment remarqué que ces femmes ont des formations à la fois soit anglophones, soit francophones qui sont remarquables. Et je suis absolument ravi d'être entouré par des gens de cette qualité au Caire. Une réflexion que j'ai faite lorsque nous avons reçu une équipe de journalistes français venus au Caire pour préparer le coverage de cette exposition ici à Paris, donc venus au Caire pour entendre parler de l'économie égyptienne. J'ai été invité par notre ami Fouad Younes à un déjeuner devant ces journalistes pour parler de l'économie égyptienne. Et la première réflexion que je leur ai faite, c'est que personnellement, c'est le 9e pays dans lequel j'exerce mes activités de banquier. J'ai travaillé auparavant au Canada, en Espagne, à Londres, à Séoul, à Hong Kong, à Tokyo, à Singapour. Et puis, entre-temps, j'ai couvert les pays d'Europe centrale et orientale. Donc, j'ai connu pas mal de pays. Et c'est vraiment le premier pays, bien entendu non francophone, mais c'est le premier pays dans lequel je travaille, dans lequel je rencontre une communauté d'affaires et une élite intellectuelle de très haut niveau qui parle un excellent français. Ça n'a l'air de rien, mais pour faire des affaires, ça améliore beaucoup la chose. Quand vous rencontrez un ministre, je ne vais pas tous les citer, mais que vous avez un problème à lui exposer et que le ministre vous répond en français, c'est tout à fait remarquable et je tiens à le souligner parce que c'est la première fois que je le rencontre. Alors pour revenir à votre question, Karim, bon, je n'étais pas là au moment de la dévaluation. Je pense que c'est une décision extrêmement courageuse qui a été prise. Je préfère ne pas avoir été à la place des gens qui l'ont prise parce que prendre une décision pareille, c'est un grand saut dans l'inconnu. Je crois qu'elle a été bien organisée. Souvent, les gens qui viennent me voir au Caire me demandent « mais pourquoi l'Égypte a-t-elle fait appel au FMI ?» Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de problème de refinancement de la dette égyptienne. L'Égypte était capable d'émettre sur les marchés internationaux. Mais je pense que c'était une décision extrêmement saine, salutaire, et qui a permis au pays non seulement de rééquilibrer la valeur de sa monnaie, mais surtout d'organiser les réformes structurelles dont le pays a besoin. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis la dévaluation ? Bien entendu, cette dévaluation a eu un effet très important sur les prix, donc a provoqué une inflation extrêmement importante qui a atteint un pic de 30% au mois d'octobre 2017. La Banque centrale a mis en place une politique extrêmement rigoureuse de taux d'intérêt pour maîtriser la masse monétaire et l'inflation, dès début 2018, a été maîtrisée. Ce qui est une excellente chose. Les décisions qui restent à prendre sont importantes et elles sont en train d'être prises parce qu'au-delà de cette dévaluation, au-delà de cette maîtrise de l'inflation, il faut prendre des décisions importantes à deux titres. Premièrement, supprimer les subventions, notamment au prix
aux produits énergétiques et à l'eau et à l'électricité. Ces décisions ont été prises récemment. Elles vont bien entendu avoir un effet sur la population et un nouvel effet sur l'inflation. Mais je pense que la Banque centrale est en train de s'occuper de juguler l'inflation que cette baisse de subventions va provoquer. Je pense également qu'il faut entreprendre des réformes structurelles. Et là encore, le pays est en train de le faire en décidant de faire maigrir le poids des sociétés étatiques, des sociétés publiques qui, à mon avis, ne sont pas très bien gérées et qui représentent un potentiel de développement extrêmement important pour le pays. Donc, ma vision en tant que banquier, encore récemment arrivé, je suis arrivé en septembre, mais ça fait donc presque un an, c'est de dire que les décisions qui ont été prises, encore une fois, ont été courageuses. Moi, je considère que l'économie égyptienne, à travers le gouverneur de la Banque centrale, à travers le ministre des Finances, M. El Ghari, et le nouveau ministre des Finances, M. Barit, l'économie égyptienne est entre de très bonnes mains. Et donc, nous considérons qu'il y a des opportunités importantes pour l'ensemble des investisseurs. Je rencontre beaucoup d'investisseurs potentiels qui viennent en Égypte et qui considèrent de plus en plus que, justement, grâce à cette dévaluation, l'Égypte devient un pays cible, une plateforme importante, intéressante en Afrique pour produire des produits industriels, pour produire des biens industriels et pour les réexporter sur l'ensemble du continent. Donc, je pense qu'il y a des décisions, encore une fois, courageuses qui ont été prises. Nous n'avons pas terminé le chemin, mais je pense que nous sommes en très très bonne voie. Merci. Je me retourne vers Stéphane Romaté, si je me permets. Stéphane, ça fera peut-être bientôt 1 an que vous serez ambassadeur de France en Égypte. Vous venez de faire votre arrivée également. Quand j'ai préparé ma première question à vous, j'allais dire que c'est facile d'être ambassadeur de France en Égypte avec tout ce qui se passe. Mais est-ce que une question que j'aimerais bien vous solliciter, avec la multiplicité des institutions d'action française en Égypte, entre conseiller de commerce extérieur, mission économique, AFD, ambassade, services culturels, vous arrivez à gérer l'intégration totale? Vous arrivez à gérer, ou c'est facile à gérer tout ça? Merci beaucoup, cher Karim. D'abord, merci à Jack Lang, à toute l'équipe de l'Institut de nous accueillir. C'est un moment important dans notre agenda bilatéral, ces rencontres économiques France-Égypte. Et puis, je voulais surtout remercier les 2 ministres qui ont été renouvelés à peine 10 jours dans leurs fonctions et qui ont pris la décision de confirmer leur déplacement à Paris. Et donc, leur présence signale leur attachement à la relation avec la France et aussi le travail que nous devons faire avec elle, avec ce gouvernement, pour que la France soit au rendez-vous des attentes égyptiennes. Vous l'avez indiqué, cher Karim, je suis en Égypte depuis 1 an. Il y a, j'ai coutume de dire ça, un moment France. Et il faut savoir le saisir. Il faut que nous saisissions cette période d'opportunité exceptionnelle pour les intérêts français, pour les entreprises françaises. L'Égypte va mieux, elle a retrouvé une stabilité politique. L'économie égyptienne a connu depuis 18 mois, Pierre Finas vient de le dire, un incroyable redressement, quasiment un miracle, et le FMI considère que c'est une performance extraordinaire qu'a accompli l'Égypte. L'Égypte a des besoins de développement considérables, et l'Égypte se tourne vers la France. Elle considère que, à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique, nous pouvons apporter beaucoup à l'Égypte. Et il nous faut saisir cette opportunité. En plus, il y a des projets considérables qui sont actuellement à l'œuvre en Égypte, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la ville, ces projets de villes nouvelles, ces projets de nouvelles capitales administratives. Et l'Égypte a besoin de l'expertise de nos entreprises, de nos savoir-faire, de nos technologies, de nos financements aussi. Et il est donc de notre responsabilité de mettre en mouvement la Maison France pour que nous puissions effectivement
être présent davantage en Égypte. Je le dis aux entreprises françaises, aucune entreprise qui cherche à avoir une stratégie dans cette région ne peut ignorer l'Égypte, 100 millions d'habitants, une porte ouverte sur le monde arabe, une porte ouverte sur l'Afrique, ça a été indiqué tout à l'heure par la ministre chargée de l'investissement et de la coopération internationale. Et donc, il faut aujourd'hui prendre le risque de l'Égypte. Le risque politique, j'en ai parlé, il est bon. Le risque économique, avec les perspectives de croissance, il faut donc aujourd'hui prendre le chemin de l'Égypte, même si faire des affaires en Égypte n'est pas toujours très, très simple, hein, mais une entreprise française aujourd'hui qui fait ce pari de l'Égypte, avec ténacité, avec constance, qui cherche à investir dans la durée, cette entreprise, elle sera très vite récompensée. Et puis nous sommes là, tout le dispositif français, vous l'avez indiqué, cher Karim, est là aussi pour accompagner nos entreprises. Et donc le message que je veux passer aujourd'hui, dans une Égypte qui se transforme très profondément, dans une Égypte qui retrouve, après des années de troubles, ça a été indiqué tout à l'heure par la ministre chargée de la planification, qui retrouve sa stabilité et sa place dans le Moyen-Orient et en Afrique et en Méditerranée, le rôle de la France, c'est justement de parier sur cette stabilité retrouvée de l'Égypte et d'aider l'Égypte dans ses réformes et dans la conduite de ses grands projets. Et il y a vraiment de la place pour les entreprises françaises. Et maintenant, je voudrais m'adresser à Madame la ministre Sahar Nasser et à Hala Al-Saïd. Je voudrais vous poser la question suivante. Bien sûr, il y a un certain nombre de percées dans le domaine de l'économie de l'investissement. Mais on sait qu'on veut davantage d'investissement, davantage de progrès et que l'Égypte a besoin de davantage de participation de Françaises. La France œuvre et œuvre, mais nous, on veut plus, on veut davantage. Et la stratégie du ministère de la Planification pour conserver un développement stable, bien sûr, il nous faut bien sûr, créer de nouvelles opportunités de travail. Donc, il y a 700 000 emplois par an doivent être créés. Donc, comment peut-on encourager les Français dans ce domaine? C'est une question très importante que vous venez de poser. Je voudrais vous dire qu'il nous faut réfléchir ensemble. Nous avons entrepris une réforme économique en novembre 2017. En 2016. Eh bien, nous sommes encore à nos débuts. Nous avons commencé il y a 18 mois. Et où étions-nous avant 2016, comme je l'ai dit au cours de mon allocution? En 2013-2014, avant la stabilité politique, avant que M. le Président ne prenne ses fonctions, nous avons des croissances économiques qui étaient moindres que la croissance démographique. Nous augmentons 2,5 millions d'habitants par an, alors que notre croissance économique s'élevait à 2,1 %. Eh bien, pour augmenter cette croissance économique, après avoir établi les réformes économiques, eh bien, la croissance économique a augmenté de 5 % par trimestre au troisième trimestre. Et c'est le plus grand taux de croissance que nous avons connu au cours des 5 dernières années. Et je voudrais vous dire, eh bien, la croissance économique en chiffres absolus n'est pas importante, mais il faut voir regarde, la source de cette croissance. Comme vous le savez, la croissance vient de 3 sources. Elle peut être toute consommation, tout investissement ou toute exportation. Eh bien, nous avons maintenant ces 3 éléments qui contribuent de manière équilibrée dans cette croissance économique. Et par conséquent, il y a un certain équilibre dans cette croissance et ce qui est rassurant. Autre chose qui est rassurante, eh bien, ça provient de différents secteurs. En Égypte, nous sommes une économie
qui dépend de plusieurs secteurs. Le tourisme qui a connu une croissance de 50% à peu près. Nous avons 270% de nuitées d'hôtels. Nous avons également une croissance dans l'industrie de 17%. Dans le secteur agricole, le transport et la logistique, eh bien, je constate que la croissance vient de différentes sources et que ce qui nous porte à dire aujourd'hui que c'est une croissance qui provient de différentes sources d'investissement. Et ce qui est encore d'autant plus important, c'est quand je parle de l'avenir aujourd'hui, il faut savoir on parle de secteurs pionniers, de secteurs prometteurs. Il nous faut leur préparer la voie. Au cours des étapes précédentes, il n'y avait pas de secteur précis sur lequel l'infrastructure pouvait se construire. Eh bien, la nouvelle structure législative prévoit un secteur de transport, un secteur de port, d'énergie. Eh bien, tous ces investissements sont extrêmement importants dans le secteur économique pour préparer la voie au secteur privé. Maintenant, nous parlons de secteurs de croissance prévisible. Nous prévoyons cette année une croissance de 5,5%, et ce qui est donc une augmentation considérable. On a doublé la croissance, et c'est quelque chose qui est sans précédent au niveau des différents États. Nous prévoyons nous ciblons de 8%, une croissance de 8% sur 4 ans. Pourquoi? Eh bien, on a 650 000 à 700 000 diplômés par an. Il nous faut investir sur le plan macroéconomique du secteur privé ou public pour fournir 800 000 opportunités d'emploi, pour qu'on puisse les absorber et qu'on puisse réduire le chômage tout en absorbant les nouvelles entrées sur le marché du travail. Comme je l'ai dit, nous sommes des sociétés jeunes. Nous avons 60% de notre société qui a moins de 35 ans. Et par conséquent, nous souhaitons augmenter les investissements, particulièrement dans les ressources humaines, avec un meilleur enseignement, des programmes de formation très approfondis et un meilleur système de santé afin d'assurer une croissance durable. Docteur Saha, les réformes institutionnelles et législatives sont multiples, notamment au cours de l'époque qui vient de se terminer. Vous avez dirigé, peut-être, vous avez été pionnière avec la réforme de la loi, de la législation sur l'investissement. Eh bien, est-ce que vous commencez à recueillir un peu les fruits de toutes ces réformes? Bien sûr, nous avons produit une révolution dans la réforme des législations, la législation sur les investissements, la loi sur les entreprises. Eh bien, avec les sociétés unipersonnelles, qui permettent à de très petites entreprises de profiter les avantages de l'État. C'est très important. Nous avons également la loi sur les faillites. Nous savons que c'était une loi en discussion depuis des années. Mais dernièrement, sous le leadership de M. Fattah el-Sisi, nous l'avons adopté. Il y a des secteurs, comme le secteur du gaz, de l'énergie renouvelable, des transports en commun. Eh bien, tout cela, ça a été ouvert au secteur privé. Et c'est vraiment un bond qualitatif avec un soutien institutionnel la participation du secteur privé, que ce soit pour les grands ou les petits projets. Nous avons parlé, la loi sur les investissements parle de l'entrepreneuriat, de la responsabilité sociale. Tout cela, ce sont des innovations. Pour ce qui est du financement,
Eh bien, notre collègue du secteur bancaire a parlé des réformes de la Banque centrale. Nous sommes en charge du secteur financier non bancaire. Nous avons fait un grand nombre de réformes, par exemple le financement de l'immobilier, etc. Et depuis que le président Sisi est arrivé, eh bien, également, nous avons adopté une loi sur le nanofinancement, sur le microfinancement. Nous voulons également soutenir ces secteurs qui ont été privés depuis des années et des années. Eh bien, tout cela est une partie très importante de la stabilité économique et politique de notre pays. Eh bien, les réformes législatives sont une véritable révolution. Nous savons que les législations ne suffisent pas, mais il faut les traduire dans la réalité. Et pour répondre à votre question, comment cela a vraiment abouti à une augmentation des investissements? Il n'y a qu'à voir le nombre d'entreprises qui ont été créées depuis l'adoption de ces législations. Le nombre des entreprises a doublé. Pour ce qui est des entreprises françaises, durant cette année financière, nous considérons que les investissements directs français ont doublé. Et il y a dans deux secteurs multiples. Eh bien, nous avons écouté les investisseurs, nous avons entendu leurs problèmes. Ils avaient besoin de garanties, ils avaient un problème pour l'accès à la monnaie étrangère, à leur monnaie étrangère dans leurs bénéfices, également au transfert de cette monnaie. Nous les avons écoutés et nous avons adopté les législations qui permettent à l'investisseur français ou étranger d'avoir ces assurances. Parce qu'un investisseur compare toujours les pays. Et c'est pour cela que, bien sûr, tout investisseur prend un risque, mais il faut lui donner une garantie, il faut lui donner des incitations qui ont été cadrées par la loi. Les incitations fiscales. Nous avons travaillé avec le MEDEF. Eh bien, tout nouveau investissement bénéficie d'une exemption de 50% de taxes pendant 3 ans sur les coûts en capitaux. Eh bien, et nous allons étendre cette période à 6 ans. Et nous avons soutenu un certain nombre de secteurs sur la base d'un plan stratégique. Eh bien, ce plan stratégique nous permet de soutenir des projets, notamment dans des gouvernorats qui ont le plus besoin. Et pour ce qui est des conflits et des litiges qui se posent aux investisseurs, eh bien, c'est une priorité pour nous. Certains investisseurs, comme je l'ai dit, font face à des défis. Et c'est l'investisseur qui peut parler du climat ambiant, du climat des investissements pour les investissements en France. Notre rôle est de résoudre les problèmes. Nous avons des rencontres hebdomadaires avec ces investisseurs pour résoudre leurs problèmes d'une manière rapide, parce que nous ne pouvons pas avoir un bon climat d'investissement que si l'on accélère dans les réformes. Maintenant, je voudrais souligner le secteur de la construction. Eh bien, BTP, c'est également le secteur du pétrole et du gaz. Nous avons constaté néanmoins une très grande accélération dans le BTP et dans les logements sociaux. Les Français ont beaucoup soutenu ces projets parce qu'ils ont une grande expérience dans les logements sociaux. Les BTP
sont un secteur qui sont très importants pour nous et pour lesquels les Français jouissent d'une très grande expertise. Bien sûr, le secteur de l'industrie est également un secteur qui nécessite davantage d'investissements. Nous espérons une augmentation des investissements grâce à ces réformes dans les législations. Merci beaucoup. Merci, Madame. Avant de passer à la prochaine question, je veux veiller par conscience de donner à chacun le droit de la parole de façon équitable. Vous aviez parlé du dialogue social et des négociations qui sont en cours avant l'élaboration et l'adoption des lois, et notamment les lois concernant les licences industrielles ou la loi sur l'investissement. Donc, ceci a rassuré le citoyen. Il a vraiment pris part à l'élaboration des lois. Pierre Finas, un sujet clé en Égypte. Je vais essayer de faire des questions un peu plus délicates, techniques. Un sujet clé en Égypte, c'est l'inclusion financière. C'est le fait qu'on a 60% de l'économie qui reste une économie en parallèle, informelle, dont le gouvernement ne voit pas, ne récolte pas des taxes, ne voit pas des bénéfices. Un comité suprême a été établi, présidé par le président de la République pour les paiements. Beaucoup d'activités et d'initiatives dans le domaine de l'inclusion financière. Comment est-ce que vous pensez que le Crédit Agricole peut apporter un appui, un support au gouvernement égyptien dans ce sujet clé qui peut vraiment faire tourner toute une économie dans le bon sens? Tout d'abord, ma première remarque à propos de cette question d'inclusion financière, c'est que le pays bénéficie d'un secteur bancaire qui est en très bonne santé. Je crois qu'il faut le dire. Il est composé à peu près à 60% de grandes banques publiques que sont la NBI, Miss Bank et Banque du Caire. Il y a à peu près 15% de banques régionales, 15% de banques locales et puis le reste, c'est des banques étrangères. Il est sain parce qu'encore une fois, la Banque centrale y veille énormément. La Banque centrale est en train de mettre en place l'adoption par les banques locales des normes IFRS 9. Elle fait attention à ce que le système bancaire soit suffisamment provisionné. Système bancaire d'ailleurs qui souffre d'un niveau de non-performing loan qui est plutôt bas. Ça, c'est une des choses qui m'a étonné en arrivant en Égypte. Et donc, je crois que c'est un système qui n'a pas besoin de restructuration. C'est une question que j'ai posée à plusieurs reprises au gouverneur. Et il y a 39 banques et le tissu est suffisamment dense pour permettre la couverture du territoire et en même temps des établissements suffisamment importants pour permettre un bon développement de l'économie. Le thème de l'inclusion financière, moi j'y ai été confronté très vite en arrivant en Égypte. Je suis arrivé en septembre et mi-septembre, il y avait un séminaire organisé sous l'égide du président Sissi à Sharm el-Sheikh. D'ailleurs, les ministres qui sont là y participaient également. J'ai été vraiment impressionné par l'importance que le gouverneur, que le président Sissi lui-même attache à cette question. Nous y participons bien sûr. Il faut savoir que si nous sommes en Égypte, c'est parce que nous pensons qu'il y a un potentiel énorme. Non seulement il y a 105 millions d'habitants, parce que je compte aussi les Égyptiens qui vivent en dehors d'Égypte. Pour nous, ils sont aussi des gens intéressants, des clients intéressants. C'est un pays, en revanche, qui est sous-bancarisé. Alors, les statistiques de la Banque mondiale varient, mais quand je suis arrivé, on parlait de 14% uniquement d'Égyptiens qui détenaient un compte bancaire. Ce qui est certain, c'est que la Banque centrale est très consciente de ce sujet-là. L'État pousse de plus en plus, oblige les paiements à se faire sous forme soit digitale, soit sous forme de chèque, mais plus du tout sous forme de cash. Vous savez que le pays est, faut le dire, faut le reconnaître, aujourd'hui est très très en retard. Moi je viens de Singapour, pays où il y avait le moins d'opérations en cash au monde, et je passe au pays où il y a pratiquement le plus d'opérations en cash au monde. Donc il y a un chemin à parcourir, mais justement en parlant de Singapour, ça n'est pas par hasard que la Banque centrale égyptienne
a signé un Memorandum of Understanding avec la MAS, qui est la Banque centrale de Singapour, et qui est, à mon avis, l'institution qui a les best practices en termes d'inclusion financière, en termes de digitalisation. Donc la BCE a signé avec Singapour, et elle est capable donc d'absorber et d'essayer d'intégrer le plus vite possible, en essayant de sauter des étapes, notamment les étapes de carte de crédit et autres, en allant directement vers des étapes de paiement direct, contactless, par des téléphones mobiles. Nous participons à ce mouvement nous-mêmes. Nous avons une solution que nous appelons Banky Wallet, qui permet aux clients, à nos clients, de faire des virements sous forme, en utilisant leur mobile phone. C'est encore une fois quelque chose d'extrêmement important, d'encourager donc les Égyptiens à avoir des comptes bancaires, mais d'essayer d'utiliser le moins de cash possible, des solutions de plus en plus digitales. Nous-mêmes, nous allons ouvrir une première agence entièrement digitale dans les semaines qui viennent, qui sera à New Cairo, et donc nous allons essayer d'instaurer un nouveau mode de relation avec le client qui soit moins axé sur la relation avec le caissier, mais plus axé sur la relation avec le relationship manager, le conseiller. Vous savez que le groupe Crédit Agricole a un slogan très simple en termes de digitalisation, en disant que nous devons être 100% digital, mais aussi 100% humain. Ce qui signifie que non seulement nous devons procurer, y compris au mass market, donc, que nous visons à travers l'inclusion financière, mais aussi vis-à-vis de nos clients intermédiaires ou clients private banking, des solutions digitales, mais en même temps, nous devons être capables de leur fournir un service de conseil de qualité. C'est pour ça que nous estimons que nous devons continuer à développer à la fois notre réseau d'agences, nous avons 80 agences en Égypte, et des produits digitaux. J'ajoute que nous participons aussi à cette inclusion financière parce que nous avons une filiale de financement de crédit hypothécaire, que nous participons à l'initiative de la Banque centrale d'Égypte, qui consiste à subventionner les petits crédits hypothécaires faits en faveur des primo-accédants à des biens immobiliers. Nous participons à ce mouvement-là, comme nous participons au mouvement aussi, encore une fois, encouragé par la Banque centrale sur les financements des PME locales. Merci. Stéphane Romaté, les deux ministres ont évoqué consciemment, je pense pour des bonnes raisons, l'aspect entrepreneuriat, l'aspect petite et moyenne entreprise, qui est très important pour la réforme, pour le renforcement de la croissance économique de l'Égypte. Le sentiment général, d'ailleurs je vous écoute souvent le dire, et c'est que ça reste parfois difficile de faire des affaires en Égypte. Il y a encore des efforts à encourager, à poursuivre. Est-ce que vous pensez qu'un dossier où il y a une percée à faire, c'est les petites et moyennes entreprises françaises, de les encourager à venir en Égypte, et qu'est-ce que l'ambassade essaie de faire pour percer dans ce dossier? La présence économique française, les chiffres ont été cités tout à l'heure par Madame la Ministre, c'est essentiellement une présence de grands groupes. Et effectivement, sur les 160 filiales d'entreprises françaises présentes en Égypte, la totalité des grands groupes français, les entreprises dites du CAC 40, ont effectivement une représentation en Égypte. Et le défi pour nous, c'est de convaincre les petites et moyennes entreprises de faire ce pari de l'Égypte. Nous avons, les chiffres ont été indiqués tout à l'heure par les ministres, une présence économique française qui n'est pas encore à la hauteur de notre relation politique et de notre relation stratégique d'ensemble. Un stock d'investissement entre 2 milliards ou 4 milliards, selon que l'on compte ou non l'investissement d'Orange dans la téléphonie mobile en Égypte. Donc ce stock est insuffisant au regard de celui de nos principaux partenaires, et une place de la France dans le commerce de l'Égypte, une
part de marché en Égypte qui est légèrement supérieure à 2%. Et donc il y a un décrochage assez net entre la présence française globale en Égypte, notre poids politique et la réalité de notre présence économique et en termes d'investissement. Et donc le défi auquel nous devons répondre, c'est comment faire pour effectivement rehausser la présence économique française à travers la participation de nos entreprises à tous les grands projets qui sont menés par le gouvernement égyptien. Nous en avons parlé, les projets de grandes villes, les projets de grandes infrastructures, les projets dans le domaine de l'énergie, les projets dans le domaine de l'agro-business, etc., etc. Et aussi ce défi qui consiste à convaincre les petites et moyennes entreprises que faire le pari de l'Égypte peut être un pari gagnant. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour une petite entreprise que pour une grosse, et que le marché égyptien, malgré toutes les mesures de simplification qui sont mises en œuvre par le gouvernement et par la ministre en charge de la coopération internationale et de l'investissement, est un marché qui reste complexe. Et il y a donc, comment dirais-je, des conditions de pénétration du marché égyptien qui doivent être réunies. Il faut être bien conseillé, il faut bien préparer son affaire, il faut là aussi avoir une stratégie de temps. L'Égypte est une civilisation de 7000 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faut investir maintenant pour avoir le bénéfice dans 7000 ans, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, il y a une notion du temps en Égypte qui n'est pas forcément celle à laquelle nous sommes habitués dans nos pays ici en Europe. Choisir un bon partenaire, c'est essentiel. Et nous conseillons, tout le dispositif public français présent en Égypte est là aussi pour conseiller les entreprises. Le choix d'un partenaire, le choix d'un bon conseil sont aussi des éléments essentiels pour réussir sa stratégie de présence en Égypte. Mais le message que je veux adresser, moi, aux PME, certaines sont présentes ici, j'en ai rencontré, elles ont fait le choix de l'Égypte, mais elles ont réussi ce pari. Et je leur dis que ce choix de l'Égypte, c'est un choix qui, à terme, sera toujours gagnant, pour autant qu'il soit bien préparé. Et nous sommes là pour, effectivement, accompagner ces entreprises à faire le choix de l'Égypte, et aux PME qui sont là présentes et qui s'interrogent encore sur leur stratégie à l'égard de l'Égypte, je leur dis, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut être allé en Égypte, parce que le pays se transforme, parce que l'économie change, parce que la croissance est de retour, et nous sommes là pour vous accompagner dans votre stratégie de conquête du marché égyptien. Merci. Docteur Sahar, je voudrais juste apporter un commentaire sur ce qui a été dit. Effectivement, nous parlons beaucoup de ces sujets. Et ce matin, nous y avons accordé notre attention, à savoir comment pouvons-nous accompagner ce soutien financier et technique français par des investissements. Auparavant, il y avait des investissements, mais qui ne répondaient pas aux besoins du marché égyptien et aux besoins du secteur privé. Aujourd'hui, il y a une subvention accordée aux jeunes et nous essayons de connecter ces subventions avec les besoins du secteur privé en matière d'emploi. Par exemple, s'il y a beaucoup de grandes entreprises qui veulent investir en Égypte, nous essayons de nous intéresser à la bonne formation que nous apporterons aux jeunes pour qu'ils puissent remplir les fonctions dans ces grandes entreprises une fois diplômés. Donc, nous essayons de coupler la formation avec les besoins de ces grandes entreprises. Bientôt, nous allons signer un accord pour les PME. Il ne s'agit pas uniquement du cofinancement, mais également du soutien technique qui est apporté aux PME égyptiennes. Beaucoup de PME françaises n'ont peut-être pas l'expérience nécessaire pour pénétrer dans le marché égyptien et d'accéder à ce marché. Donc, si elles coopèrent avec des PME égyptiennes, ceci permettra rapidement d'avoir un retour sur l'investissement. Donc, je pense que cette coopération sera un plus qui encouragera les PME françaises pour coopérer avec les PME égyptiennes. Actuellement, nous avons 10 zones d'investissement ou parcs d'investissement et nous essayons
d'avoir la stratégie suivante, à savoir un grand investisseur par zone et autour de ce grand investisseur, une série de petits investisseurs. Nous essayons d'apporter l'information nécessaire, à savoir comment produire en France. Et la dévaluation de la livre égyptienne nous a permis d'avoir un avantage comparatif car les coûts de l'investissement ont baissé grâce à cette dévaluation. Et par ailleurs, le retour sur investissement a augmenté. Donc, nous essayons d'apporter l'information concernant les législations et leur application sur le terrain. Hier, je vous avais parlé des occasions et des opportunités de coopération avec la France, car en France, il y a beaucoup de pôles de compétitivité et de centres d'excellence. Et en Égypte, nous essayons de mettre sur pied ces parcs industriels spécialisés ou ces pôles industriels. Et nous pouvons donc profiter de l'expérience française. Il y a un autre dossier critique, à savoir le secteur public, des affaires publiques. Comment pouvons-nous redynamiser ce secteur public? Le ministère de la Planification a été chargé d'instaurer un fonds souverain pour encourager l'investissement dans de nouveaux secteurs de la part du gouvernement. Donc, pouvez-vous nous apporter plus d'informations concernant le plan du gouvernement dans ce domaine? Nous sommes d'accord pour dire que le développement durable requiert plus d'investissement. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, le gouvernement a dû faire face à la période d'instabilité. Et maintenant, nous avons commencé une période intermédiaire de transition. Dans cette période de transition, nous avons accordé le plus grand intérêt aux investissements de préparation de terrain, à savoir l'infrastructure. La prochaine étape portera sur la coopération accrue avec le secteur privé. Nous avons un grand nombre de projets d'investissement macroéconomiques. Nous devons veiller à ce que ces investissements soient diversifiés, qu'il s'agisse d'investissements du secteur privé ou public ou des deux ensemble. Nous avons besoin d'un partenariat public-privé. Les projets sont très diversifiés. Karim nous a dit qu'aujourd'hui, nous avons un grand nombre d'entreprises communes et des entreprises publiques-privées. Et aujourd'hui, il y a 13 entreprises mixtes qui seront cotées en bourse dans le deuxième semestre de cette année. Donc, la cotation des entreprises en bourse augmente le taux de participation au capital de ces entreprises et améliore la gouvernance et le taux de rendement de ces investissements. Donc, nous avons un dossier d'investissement du secteur public en Égypte. Il y a un grand historique d'activité du secteur public, mais il y a beaucoup de secteurs qui peuvent profiter du marché financier à travers la cotation en bourse. Grâce à cette cotation en bourse, nous pouvons renforcer les entreprises publiques en leur fournissant un accès à plus de financement par les marchés. Comme vous le savez, les fonds souverains se sont développés de par le monde depuis un certain nombre d'années. Les fonds souverains ont vu le jour dans les pays qui ont des ressources financières en surplus. Ceci a été à l'origine de la création des fonds souverains. Ces fonds souverains ont donc vu le jour dans les pays riches en ressources pétrolières, par exemple, qui se sont rendus compte qu'il faut garantir les droits des générations à venir. Et grâce à ces fonds souverains, nous pouvons garantir les droits des futures générations. Avec le temps, ces fonds souverains se sont étendus aux pays qui ont des ressources qui ne sont pas exploitées de manière suffisante. Ces fonds souverains permettent donc d'utiliser ces actifs non exploités pour établir des partenariats avec le secteur privé pour mieux profiter de ces actifs non utilisés.
Au sein du Conseil des ministres et au sein du Conseil d'État, nous avons créé un fonds souverain. Ce fonds souverain regroupe un nombre d'actifs non exploités de l'État et nous y ajouterons certains actifs de certaines sociétés qui sont sous-exploités. Ce fonds souverain nous permettra de pomper plus d'investissements dans ces actifs qui sont dormants, si je puis dire. Donc, nous essayons de créer des fonds souverains pour être au niveau des fonds souverains régionaux et internationaux. Aujourd'hui, le taux d'investissement est de 15% en Égypte et nous avons l'ambition d'augmenter ce taux d'investissement à 25%. Ceci ne sera pas possible en comptant uniquement sur le gouvernement, donc nous avons besoin du secteur privé pour avoir plus d'investissements. Et ma collègue a bien mentionné les efforts législatifs qui ont été entrepris pour préparer le terrain, mais nous avons besoin de tous les outils et les instruments nécessaires pour l'investissement, afin d'ouvrir la porte devant toutes ces nouvelles formes d'investissement. Donc, le fonds souverain est un de ces outils qui vous sont offerts pour renforcer les partenariats entre le gouvernement et le secteur privé, pour mieux utiliser les actifs de notre État. Il y a beaucoup d'actifs qui sont sous-exploités. Et nous avons également une grande part des actifs qui seront mieux gérés par le secteur privé que par l'État lui-même. Donc, ce fonds souverain, dès que nous aurons fini les dernières mesures de mise en œuvre de ce fonds, il pourra coopérer avec les autres fonds au niveau régional et international. Docteur Sahar, au début, si je me souviens bien, vous aviez parlé qu'il y a eu une coïncidence à cause d'un problème de santé du ministre précédent chargé du secteur des affaires qui a fait que vous étiez en charge du dossier. Donc, le secteur des affaires, quel volume représente-t-il en Égypte? Toute réforme, n'importe où dans le monde, requiert de faire face à une résistance, car tout changement a besoin d'un certain temps pour être accepté et pour être mis en œuvre. Bien sûr, les entreprises du secteur public ont eu du mal au début. Et bien sûr, nous avons rencontré Monsieur le ministre en charge de ce dossier. Donc, dès que nous trouvons un investisseur, nous lui présentons toutes les opportunités d'investissement grâce à cette cartographie des investissements en Égypte. Nous lui présentons les nouvelles occasions d'investissement et nous présentons la façon de pouvoir investir, qu'il s'agisse de contrats de gestion, management contract, ou de contrats de crédit bail, ou de contrats d'achat et de vente. Donc, il y a différentes formes d'investissement qui dépendent du projet en question, du lieu de mise en œuvre du projet, et nous essayons à chaque fois d'informer l'investisseur de ses droits. Et nous l'informons également des droits de l'État égyptien. Lorsque je vous ai parlé du grand projet du musée égyptien, il s'agit de la première fois où l'Égypte fait un appel d'offres d'investissement en ce qui concerne ce projet national. Il s'agit là d'un nouveau secteur qui était une chasse gardée, si je puis dire, auparavant, car il n'y avait pas de loi auparavant
concernant les investissements dans ce domaine. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment coopérer avec notre partenaire, à savoir le secteur privé. Le secteur privé est un vrai partenaire qui est pris en compte et qui participe à l'élaboration des lois et des législations. Nous avons un projet d'énergie solaire. La France y participe. Et les institutions européennes comme la Banque européenne de reconstruction et la Banque mondiale et également la Banque d'investissement européenne, toutes ces institutions coopèrent avec nous pour ouvrir la plus grande station d'énergie solaire. Monsieur le ministre a essayé de résoudre tous les problèmes qui entravent le développement de l'énergie solaire. Il y aura la plus grande station mondiale d'énergie solaire au monde dans le gouvernorat du sud, dans le gouvernorat d'Assouan, au sud de l'Égypte. Le but final est d'améliorer les conditions de vie des familles et des citoyens dans la région du sud. C'est important comme sujet, et puis je vais revenir vers vous pour terminer, avant d'ouvrir un peu le débat pour la salle. Madame la ministre, il y a un dossier qui n'est pas assez mentionné, à savoir la vision Égypte 2030. Il s'agit là d'une première, une vision qui s'axe autour de 30 ou 40 axes principaux dans tous les domaines. Mais cette vision n'est pas assez expliquée, n'est pas assez promue. Donc, je demande à Dr Sahar, comment pouvons-nous attirer des investissements pour cette vision 2030? En effet, cette vision Égypte 2030 est une vision, comme je l'ai dit, qui a été lancée en 2016. Cette vision est une vision nationale du plan d'action mondial de développement durable 2030. En 2016, l'Égypte a été un des premiers pays qui a adopté une vision nationale. Cette vision est une vision qui est coordonnée par le ministère de la Planification. Mais cette vision a été élaborée de façon participative. Le secteur privé a participé à l'élaboration des priorités de cette vision et à l'élaboration de son programme d'exécution. Je suis donc très fière de vous annoncer que cette vision s'est basée sur le triangle d'or du développement, à savoir la coopération entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé. Cette vision comporte un certain nombre d'axes, axes économiques, sociaux et écologiques, et elle contient un nombre d'objectifs cibles. Mais cette vision, comme toute autre vision à long terme, requiert une révision permanente. Depuis novembre dernier, nous avons entrepris de moderniser cette vision et de l'actualiser. Toute vision a besoin d'être réactualisée au fur et à mesure pour faire face aux changements au niveau local et au niveau international. Lors des derniers mois, nous avons vu beaucoup de changements et beaucoup d'évolutions. Lorsque nous avions lancé cette vision en novembre 2016, il n'y avait pas de programme de réforme économique encore en Égypte. Donc, nous avons constaté qu'il faut actualiser cette vision suite à l'adoption du programme de réforme économique et des nouveaux besoins que nous avons identifiés. En 2016, nous n'avions pas connu encore tous ces événements qu'a connu le monde. Donc, nous avons besoin d'actualiser cette vision pour prendre en compte tous ces événements nouveaux. Depuis novembre, nous œuvrons à l'actualisation de cette vision grâce à une coopération de tous les secteurs qui portent sur les trois dimensions, à savoir économique, sociale et écologique. La dimension écologique est très importante et nous soulignons le fait que les trois dimensions économiques, sociales et écologiques sont liées entre elles et interdépendantes. Aujourd'hui, quand nous parlons de cette vision et de ce plan
à long terme, nous accordons une grande importance à la garantie des droits des générations futures en ce qui concerne le changement climatique et l'adaptation à ce changement. Il y a d'autres dossiers prioritaires comme la croissance démographique et les politiques de service aux citoyens. Ces dossiers n'ont pas été abordés de façon suffisante auparavant. Je pense que le défi principal auquel doit faire face l'Égypte aujourd'hui est le défi de la croissance démographique. Il faut donc des campagnes de prise de conscience pour contenir cette croissance démographique. Nous avons besoin de politiques et de mesures pour contenir cette croissance. Nous avons également le dossier de l'eau, des ressources en eau, du barrage Al-Nahda en Éthiopie. Toutes ces questions ont besoin de plus d'attention et nous avons donc rajouté des points dans la vision concernant ces dossiers sous-étudiés. Cette vision a été initiée grâce à un dialogue social et grâce à une participation de la société civile et du secteur privé. Et aujourd'hui, après avoir travaillé depuis novembre, nous avons réussi dimanche dernier à tenir une dernière réunion pour mettre à jour cette vision. Le Conseil des ministres a pris une décision pour créer des unités spécialisées en matière de mise en œuvre de cette vision au sein de chaque ministère. Et dès la deuxième semaine de juillet, nous ouvrirons à nouveau une plateforme de dialogue social pour prendre l'avis de tous les représentants de la société civile et du secteur privé pour savoir ce qu'ils pensent de cette nouvelle stratégie et vision actualisée. Nous avons également les stratégies partielles pour chaque secteur qui sont actualisées. Nous avons une unité au sein de l'organe des statistiques. Cet organe de statistique dépend du ministère de la Planification et de la Gestion administrative. Donc, cet organe de statistique a élaboré un certain nombre d'indicateurs pour suivre le développement. Ces indicateurs nous permettent de savoir comment nous avançons sur la voie du développement durable. Ces indicateurs nous permettent de suivre de près l'état d'avancement en chiffres et de manière quantitative et qualitative. L'Égypte se portera volontaire pour présenter un rapport volontaire aux Nations Unies en ce qui concerne les résultats obtenus en matière de développement. L'Égypte, parmi 46 autres pays, présentera de façon bénévole ce rapport aux Nations Unies. Ce rapport a été élaboré grâce à la coopération avec plusieurs ministères. Nous avons réussi à dépasser les cibles grâce à ce programme de réforme économique. Il s'agit d'un programme difficile, mais il s'agit d'un programme qui s'attaque aux racines du mal et non pas aux symptômes. On vient de me dire qu'il faut conclure. Dernière question pour Pierre Mais Finas avant, et Stéphane Romaté. 1 minute chacun, très rapidement. Pierre Finas, vous pensez que l'évaluation des institutions financières internationales comme Moody's et autres est juste par rapport à l'Égypte? Est-ce qu'avec tout ce que vous avez entendu, est-ce qu'on nous fait justice ou est-ce qu'on mérite plus? Les instituts d'évaluation ne sont pas forcément les plus grands amis des banques. Et donc, je ferai assez peu de commentaires là-dessus en disant qu'elles sont toujours en retard par rapport au mouvement. Et je pense que les marchés ont mieux anticipé que les agences de rating l'évolution positive de l'Égypte au cours des derniers mois. Il y a une chose, puisqu'on est un peu court en temps, qu'on est obligé d'évoquer en parlant de l'Égypte quand on parle des conditions économiques et qu'on n'a pas cité jusqu'à présent. C'est un fait majeur qui passe un peu inaperçu, je trouve, et qui est peut-être un petit peu sous-communiqué par le gouvernement égyptien. C'est le fait qu'il y a des réserves de gaz extrêmement importantes
qui ont été découvertes en Méditerranée, maintenant il y a quand même de très nombreux mois, et qui quand même sont rentrées en production et qui, à nos yeux, vont être un vrai game changer pour l'Égypte. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année 2018, dès le 4e trimestre, l'Égypte sera autosuffisante en termes de gaz. Et l'Égypte sera exportateur net en produits énergétiques à partir de 2019. C'est un game changer parce que tout le monde comprend qu'au lieu de représenter une ponction sur ces réserves qui sont remontées maintenant, comme le disait la ministre, à 44 milliards de dollars, donc 8 mois d'importation, donc au lieu d'être une ponction sur ces réserves, ce sera une source de revenus. Et pour nous, je peux vous dire qu'on n'attend pas les agences de rating pour prendre nos décisions. Nous estimons que c'est un élément extrêmement important et qui nous encourage beaucoup à financer, à cofinancer, parce que le Crédit Agricole est un intervenant important dans ce domaine-là, les opérations d'énergie et d'infrastructure et de financement de projets sur le secteur de l'énergie en Égypte. Stéphane Romanté, il y a fausse presse, fausse communication ou juste communication par rapport à l'Égypte en France? Il y a une méconnaissance aujourd'hui de la réalité de ce qui se passe en Égypte. Il y a toujours en France une vision un peu romantique de l'Égypte, tirée de cette longue histoire commune, de cette passion française pour l'Égypte. Il y a effectivement dans la manière dont la presse française rend compte de la situation aujourd'hui en Égypte, souvent un regard partiel. On peut comprendre, il ne s'agit pas ici d'aller critiquer la vision de la presse française, mais souvent la presse française ne rend pas compte de la réalité des changements dans ce pays. Moi, ce qui me frappe beaucoup depuis 1 an que je suis en Égypte, c'est de voir les forces de changement dans ce pays. Ça a été évoqué tout à l'heure par Madame la ministre Hala El Saïd. Cette jeunesse qui, évidemment, est la promesse d'avenir de ce pays. L'entrepreneuriat individuel en Égypte, cette soif de modernité de la jeunesse égyptienne, une nouvelle génération de créateurs culturels qu'il est un devoir pour nous, Français, de mettre en relation aussi avec des créateurs français si nous voulons établir ces passerelles culturelles entre la France et l'Égypte. Ce qui me frappe aussi beaucoup en Égypte, et je pense que c'est pour les Français un motif, enfin une raison pour laquelle nous devrons regarder ce qui se passe en Égypte, c'est l'émergence aussi d'un monde d'innovation, de start-up. Il y a tout un écosystème d'innovation au Caire et que nous méconnaissons, que nous connaissons mal. Une nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est cette Égypte nouvelle à la rencontre de laquelle il nous faut impérativement aller si nous voulons effectivement dépasser cette image peut-être un peu datée et historique qui est celle que nous avons de l'Égypte. L'Égypte change et c'est notre responsabilité à nous Français de bien appréhender ces changements et de saisir toutes les opportunités que ces changements ouvrent pour les intérêts français en Égypte. Merci. Je vais ouvrir un peu pour quelques petites dernières questions peut-être de la salle. تفضل حضرتك, allez-y. Voilà, ça arrive. تفضل حضرتك. Camille Sari, président de l'Institut euro-maghrébin d'études et de prospective. Donc, moi, ma question, et peut-être une réflexion, c'est que la place de l'Égypte, qui est un pays africain et qui n'est pas loin du Machrek, c'est-à-dire comment les entreprises françaises pourraient utiliser, enfin pas utiliser, collaborer, coopérer avec l'Égypte et les entreprises égyptiennes pour investir vers l'Afrique et peut-être aussi avec le Moyen-Orient. Et ça, j'ai commis un ouvrage qui s'appelle Afrique, Machrek, Union européenne, la trilatérale du XXIe siècle. J'imagine une sorte de chaîne de valeur, création d'usines, aussi bien en Afrique, mais avec une place importante de l'Égypte, bien sûr, dans le cadre peut-être, moi je rêve d'une communauté économique d'Afrique du Nord.
Je pense que je vais passer la question à Madame Sahar Nasr, puisqu'elle prépare la 3e édition de Mu'tamar Afriqiya, Sharm el-Sheikh, Inch'Allah, en décembre. Je pense qu'elle est mieux placée pour vous répondre. En préparation à la présidence de l'Afrique, de l'Égypte pour l'Union africaine, nous avons pris 3 mesures. L'Égypte préside également le caucus, qui est la commission qui représente l'ensemble des États africains et qui lui accorde à l'Égypte le droit de dialoguer avec l'ensemble des institutions internationales ou régionales. Eh bien, nous allons tenir une réunion en août commun entre la Banque centrale et les institutions internationales. Et le point le plus important de notre agenda à Sharm el-Sheikh, c'est comment le secteur financier, bancaire ou non bancaire, et comment nous, avec les réformes législatives, nous pouvons être le point d'entrée, le portail pour les investissements. Nous avons également une initiative en direction de la route de la soie. Nous avons un certain nombre d'infrastructures, comme bien également les routes ferroviaires, que nous travaillons avec la partie française. Et il s'agit de, bien sûr, relier les routes et les chemins de fer et l'exportation, bien sûr, en matière d'énergie. Eh bien, c'est une initiative que l'on dirige. Nous avons également Badia, la banque arabe et africaine. L'Égypte est représentée au conseil d'administration et parmi les accords les plus importants que nous avons conclus, c'est comment financer les sociétés, que ce soit françaises ou arabes, qui visent à soutenir le continent africain. Et là également, on parle d'échanges commerciaux et de liens. Comme vous le savez, il y a des accords de libre-échange qu'a signé l'Égypte et nous, en tant que coopération internationale, nous représentons l'Égypte. Et c'est vrai, nous avons accordé un certain nombre de financements aux banques égyptiennes qui œuvrent dans ce sens. Le 3e axe, qui est également très important, c'est Africa 50. Ça fait part de la Banque africaine de développement et qui a trait également à tous les changements climatiques, aux ressources énergétiques. Nous coopérons avec le ministère des Ressources énergétiques et le ministère de l'Environnement dans le but de soutenir ce continent. La France et toutes les institutions internationales doivent venir dans ce continent qui est important pour la stabilité économique et politique dans le monde. Merci. Merci infiniment à Mesdames les ministres. On va insister sur des transformations profondes. Je voudrais moi-même vous faire partager une image, celle d'une Égypte qui va devenir un hub. On a dans cette maison ici, à l'Institut du monde arabe, parlé du hub marocain pour pénétrer l'Afrique occidentale, mais se dégage le hub égyptien. Ce hub égyptien est très solide. Il a 3 composantes. La première, c'est une composante logistique, avec la modernisation du canal de Suez. Pour y avoir été avec le président Hollande, j'étais absolument surpris que ce qui était qu'un seul boyau, on rentrait, on sortait, maintenant peuplé de zones industrielles, de clusters et de multiples activités. Hub logistique, hub commercial, avec la grande zone de libre-échange que Mounir Abdelnour a créée il y a 6 ans, qui va de Alexandrie jusqu'à Johannesburg, la plus grande zone industrielle au monde, 650 millions d'habitants. Et enfin, ce que M. Finas vient de dire, c'est la découverte du gaz dans la Méditerranée orientale. Les réserves vont surpasser celles du Qatar. Et donc, cela veut dire une industrialisation massive de cette région avec un rôle exceptionnel pour l'Égypte. Et donc,
Gardons cette vision, je pense, qui est sûre, au nord de l'Afrique, le hub du Maroc, mais surtout le hub de l'Égypte avec des fondamentaux stratégiques. Merci. Merci beaucoup pour ces très aimables commentaires. Étant égyptien, je ne vais pas essayer de vous contredire pour un rôle de leader en Afrique, surtout qu'il y a 2 ministres sur la table en d'autres questions. Faites attention, si vous ne posez pas de questions, je vais revenir à prendre les questions moi-même. Nous avons encore 5 petites minutes. ممكن أحاول أفتح كنت ملف ميكنة الخدمات الحكومية وده ملف أعتقد إن Je voudrais parler des services publics. Donc, c'est un dossier qui est important je voudrais parler de la numérisation du service public. Ce qui est très important dans les réformes des institutions était, bien sûr, comment traduire l'article 21 de la loi sur l'investissement en réalité. Il faut que l'investisseur voit ce qui est sur la réalité du marché et la réalité qu'il va voir dans tous les domaines. C'est pourquoi nous avons accéléré dans la facilitation de toutes les procédures, notamment à travers l'électronique. Comme je l'ai dit, en quelques heures, j'ai parlé d'une société de construction qui, en quelques heures, a pu s'établir, la société de chantier naval. Et j'ai également parlé des procédures de visa, des assurances qui sont données par le ministère, toutes les cartes, également toutes les procédures qui ont trait aux douanes, au registre commercial et toutes les entités avec lesquelles travaille l'investisseur sont là et sont accessibles et les procédures ont été très facilitées et accélérées. Et il y a également la question de la signature électronique. La loi a été disponible depuis 2004, mais n'a pas été activée. On a établi un protocole avec le ministère de la Justice et le ministère ad hoc, et bien avec l'organisme de contrôle financier pour faciliter toutes ces procédures pour les investisseurs. Nous procédons à des réformes continues. Comme vous le savez, les investisseurs continuent à faire face à des défis. C'est pourquoi nous avons établi une unité de base de données pour la bonne gouvernance. Comment pouvons-nous tous les jours écouter les propositions des investisseurs et les problèmes des investisseurs? Donc, nous avons fait des études en ce sens, notamment après l'institution des sociétés. Nous suivons les entreprises qui ont été créées et également les procédures après la création afin que l'entreprise puisse commencer son activité sans aucun problème. Eh bien, ça, c'est un travail très important. Nous avons également parlé du suivi dans le secteur financier et bancaire. Nous avons parlé du financement des micro-entreprises parce qu'il est très important de financer les femmes, par exemple, comment on a pu, à travers le mobile banking, on a pu continuer à communiquer avec ces petites entreprises. Dernier commentaire, madame? Eh bien, c'est un dossier qui est extrêmement important et je voudrais le lier avec ce que M. Pierre Finas a dit concernant l'inclusion financière. Nous avons un plan
pour la numérisation et il y a un conseil national un centre de paiement et qui est dirigé par le président de la République afin de coordonner toutes les entités qui sont présentes dans la numérisation des services publics. Nous avons deux choses. Comme l'a dit M. Finas, il y a un grand secteur non informel, mais non formel, pardon, informel. Il y a beaucoup de procédures qui ont été établies. Nous avons un projet des paiements non monétaires qui vont changer. Et en 2019, nous avons arrêté tous les chèques également à partir de novembre 2017. Nous avons maintenant le General Financial Management Information System qui a arrêté les transactions en papier au sein du gouvernement français. Pas de chèques, tout doit être traité par le système électronique et ceci participe à l'augmentation des paiements électroniques. Et en plus de cela, la Banque centrale dirige les entreprises pour plus d'outils financiers. Comme l'a dit M. Pierre Finas, nous avons des outils en direction des jeunes, en direction des familles pour leur permettre d'avoir recours aux paiements électroniques dans leurs procédures. Eh bien, ce Conseil et la législation ad hoc vont contribuer à l'inclusion financière et à la transition aux opérations non monétaires. Eh bien, nous avons également travaillé avec le ministère des Transports pour numériser, pour la réforme de l'administration, et notamment dans les gouvernorats. Nous avons convenu dans ce Conseil supérieur de commencer par les gouvernorats pour que le citoyen vraiment puisse sentir que le service est là. On avait des centres éparpillés ici et là par le passé. Dans la numérisation des procédures, vous savez, il y a toujours des réticences parce qu'il y en a qui profitent de la non-numérisation. Il fallait fermer ce système. Il fallait numériser des gouvernorats, numériser dans des gouvernements en entier. Nous avons commencé par les gouvernorats du canal du canal de Suez parce que c'est le nerf économique de l'Égypte. Donc, le 31 juillet, on va terminer le gouvernorat sur les frontières et la mer Rouge afin qu'il y ait le concept de guichet unique des services qui seront liés par le POS avec le ministère des Finances afin que le paiement soit fait par carte électronique, ce qui va encourager l'inclusion financière, le paiement électronique et également ce qui va être une prévention contre la corruption. Donc c'est extrêmement important. Et je voudrais ajouter que au cours de mes visites dans les différents gouvernorats, dans les différentes provinces, j'ai vu les centres de services électroniques aux citoyens. J'ai vu des jeunes qui étaient très fiers parce que leur gouvernorat assure ce type de service électronique. J'ai dit, nous misons sur nos jeunes, nous misons sur cette jeunesse et je pense que toutes les entreprises françaises considèrent que c'est notre meilleure ressource. Et c'est pour ça que nous investissons également dans un réseau d'enseignement d'excellence et pour vous, c'est très important pour vos investissements. Eh bien, c'était un débat vraiment très
très intéressant. Maintenant, on ne veut pas vous retarder pour votre avion. Je voudrais remercier Madame la ministre ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, et Madame Hala Saïd, ministre de la Planification, du Suivi de la Réforme de l'administration, Monsieur Pierre Finas également, et Monsieur Stéphane Romaté. Merci beaucoup.